Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne durant 1 heure dans la gestion de vos finances personnelles tous les jours sur Bismart à partir de 13h. Au sommaire de cette édition, nous ferons tout d'abord un focus sur le devoir de vigilance des entreprises dans Patrimoine thématique. Un focus que nous ferons avec Césarée Vitali, responsable ISR chez Ecofi. Et puis dans Enjeu Patrimoine, nous reviendrons sur les arnaques à l'épargne qui ont fleuri, qui se sont même accélérées depuis la crise Covid, avec d'un côté le surplus d'épargne accumulé par les Français et de l'autre le réflexe numérique qui s'installe de plus en plus dans la gestion de son épargne. Nous aurons le plaisir d'en parler avec Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection au sein de l'AMF, et Stéphane Loriot, responsable juridique de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Smart Patrimoine, c'est parti. Smart Patrimoine qui durera qu'une demi-heure aujourd'hui en raison de la présence de Club Patrimoine à Patrimonia. Et c'est parti pour Patrimoine thématique, un patrimoine thématique qui est consacré comme tous les jeudis à l'investissement ISR. Et nous allons aujourd'hui nous intéresser au devoir de vigilance des entreprises. Comment la législation française prend-elle de l'avance sur celle de l'Union européenne et même sur la législation mondiale? Mais quelles limites à la législation actuelle? Nous en parlons avec Césarée Vitali, responsable ISR chez Ecofi. Bonjour Césarée Vitali. Bonjour Nicolas. Merci d'être venu en plateau vous prêter à l'exercice de nous définir un petit peu ce que c'est que ce devoir de vigilance, qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Je le rappelle succinctement, le devoir de vigilance, c'est l'obligation pour une entreprise de vérifier que non seulement elle fait attention à un certain nombre de règles que je pourrais qualifier d'éthiques, que ce soit sur la protection sociale, la protection des droits humains ou encore l'environnement, mais c'est surtout le fait de s'assurer que ces règles sont respectées chez elle, mais chez tous ses partenaires ou fournisseurs pour s'assurer que toute la chaîne de valeur finalement respecte ces règles et ce partout dans le monde. C'est bien ça le devoir de vigilance? Tout à fait. Oui, c'est bien ça. Tout à fait. La loi sur le devoir de vigilance, effectivement, a été approuvée en France en mars 2017. D'accord. Elle oblige pour la première fois les grandes sociétés françaises, c'est-à-dire les sociétés avec plus de 5 000 salariés en France et plus de 10 000 salariés dans le monde, à intégrer, identifier et prévenir surtout les risques liés au non-respect des droits de l'homme et des impacts négatifs sous l'environnement qui peuvent être liés à leur activité économique. Et alors là, c'est plus une notion, c'est une loi. Ça date de 2017 et la France est la première en fait à aller aussi loin dans la législation actuelle. Concrètement, qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Donc on définit la taille des sociétés et elle dit quoi d'autre après? Tout à fait. Les grandes sociétés françaises donc doivent publier une fois par an un document qui s'appelle les plans de vigilance. Ces documents doivent contenir 5 catégories d'informations différentes comme la cartographie des risques sociaux et les procédures mises en place par les sociétés pour vérifier que les droits de l'homme sont bien respectés. D'accord. Très important de souligner, vous l'avez déjà dit, que cette activité de contrôle ne doit pas être menée exclusivement dans les sites de la société mère, mais aussi dans les sites de toutes les filiales, mais surtout des fournisseurs et des sous-traitants. Je souligne ces aspects-là, c'est très important à mon avis, parce qu'en fait, souvent, les sociétés qui sont impliquées dans des controverses sociales liées aux droits de l'homme, par exemple, travail des enfants, travail forcé, mais parfois, dans le passé, elles ont caché leurs responsabilités derrière des chaînes d'approvisionnement très complexes et parfois les victimes restent seules à faire face aux impacts négatifs qui ont été provoqués par les sociétés. On ne savait pas finalement. Et donc là, en fait, le droit vient dire, à partir du moment où vous travaillez avec une entreprise, vous avez l'obligation de vérifier comment sont traités les salariés dans l'entreprise. C'est bien ça. Et en plus, la loi sur les devoirs de vigilance est appliquée aux sociétés de tout secteur, si bien sûr elles respectent les ratios dont on a parlé. Bien sûr, donc 5 000 personnes et 10 000 personnes dans le monde, effectivement. Tout à fait. Et cette loi a eu les mérites en fait d'obliger en fait les sociétés à prendre en compte les droits de l'homme dans leur gestion des risques. Donc on est vraiment focus droits de l'homme aujourd'hui. Droits de l'homme, le devoir de vigilance, environnement, droits de l'homme et environnement, d'accord. Et corruption. Tout à fait. Et en fait, d'un point de vue pratique, comment ça marche? En fait, les victimes d'un accident peuvent se faire représenter par une partie prenante externe de la société concernée, comme une association, un syndicat, une ONG. Elles peuvent saisir un juge qu'en fait, en cas de non-conformité, peut obliger la société à mieux respecter justement son devoir de vigilance. Et en cas de non-conformité, les sociétés peuvent être amenées à verser des dommages. Donc ça veut dire que je suis une entreprise française, sans donner de nom, qui a plus de 5 000 salariés en France et plus de 10 000 salariés dans le monde, tant qu'à faire, autant cumuler les deux. J'ai un sous-traitant sur un produit spécifique pour une de mes filiales qui est à l'autre bout du monde, mettons, je ne sais pas, aux Philippines par exemple. Si jamais
Et même si c'est un petit sous-traitant qui fait un gros chiffre d'affaires au niveau du sous-traitant, mais un petit chiffre d'affaires, enfin, qui fournit un produit qui fait un petit chiffre d'affaires au niveau de la filiale, si jamais j'estime que les droits de l'homme ne sont pas respectés dans cette entreprise, je peux demander un conseil au sein même de l'entreprise et d'être représenté pour que mon droit soit respecté. Tout à fait, tout à fait. Vous êtes responsable du respect des droits de l'homme, pas simplement de votre société, mais aussi des fournisseurs avec lesquels vous travaillez. Mais pourquoi on a fait cette loi? En fait, cette loi est intervenue après un débat de long terme qui s'est alimenté aussi, malheureusement, pour plusieurs scandales, plusieurs accidents. Bien sûr, on ne donnera pas de nom, mais on se souvient de grandes entreprises de retail sur le travail des enfants. Effectivement, on l'a vu dans la presse plusieurs fois quand même. Tout à fait. Les plus connus, probablement, c'est l'accident des Rana Plaza au Bangladesh en 2013, qui, malheureusement, pour un accident dans une usine textile, a provoqué la mort de plus de 1100 salariés. 2100 salariés et 2000 blessés. Et donc là, en fait, l'idée, c'est de dire, à partir du moment où on travaille avec cette entreprise, on vérifie qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Et là, en l'occurrence, c'était qu'ils travaillent dans un lieu qui était sécurisé, ce qui n'était pas le cas. Bien sûr, c'est exactement le cas. Et alors, ça, c'est la théorie. Alors, je rappelle, vous disiez que le plan devait contenir 5 informations. Donc, vous nous avez parlé des risques, mais également des procédures d'évaluation. Puis, il y a évidemment ce que vous nous avez dit, ce mécanisme d'alerte. Bien sûr. Et donc, il y a un dispositif de suivi des mesures et évidemment les actions. Il faut prouver en fait, qu'on met en place des choses qui permettent de prévenir finalement les accidents ou autres. Ça, c'est la théorie. Mais alors, il y a le droit français et puis il y a le droit du pays en question. Donc du coup, ensuite, on arrive aujourd'hui réellement à punir des sociétés qui ne respectent pas ce droit-là, ou en tout cas à les amener à faire plus d'efforts sur ces sujets-là? Tout à fait. Il y a effectivement des cas pratiques déjà qui ont été concernés par l'application de cette loi. Depuis 2019, nous avons assisté à 11 procédures judiciaires différentes concernant le non-respect du devoir de vigilance. La première société qui était concernée est Total. Laquelle, en octobre 2019, a été accusée par plusieurs ONG, dont les Amis de la Terre France. D'accord. Concernant les impacts négatifs sur l'environnement, sur le changement climatique, mais aussi sur les droits de l'homme d'une communauté locale pour un projet de forage lié aux énergies fossiles. En Ouganda, oui, c'est ça. C'est ça, en Afrique. Et la dernière société qui était concernée, par contre, est Suez, qui, comme Total, a été accusée par 4 ONG. Et alors, juste pardon, sur Total, en fait, l'accusation est venue d'une association indépendante, pas d'un sous-traitant, d'accord? Donc, une partie prenante indépendante ou extérieure peut venir attaquer une entreprise et attaquer une société sur son non-respect du devoir de vigilance. D'accord. Et là, en l'occurrence, le non-respect du devoir de vigilance climatique dans un premier temps, et ensuite, effectivement, droits de l'homme. Oui, il y a un procès en cours. Et il y a un procès en cours, d'accord. Et la dernière société, comme je le disais, qui a été impliquée est Suez, qui est accusée par 4 ONG, dont la Fédération internationale des droits humains. Et en fait, ces ONG accusent la société de ne pas avoir mis en place assez de mesures préventives assez rigoureuses qui auraient pu éviter un accident très grave dans une usine d'eau potable au Chili qui alimentait une communauté locale composée de plus de 50 000 personnes. Mais alors, elle est particulièrement drastique, cette loi, parce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être français pour attaquer une entreprise française sur ses activités à l'international. Donc, en fait, n'importe qui aujourd'hui peut attaquer une entreprise française sur non-respect de son devoir de vigilance. C'est exactement le cas. Et la France est particulièrement précurseur en la matière. C'est-à-dire que le droit à une réglementation aussi poussée, on ne trouve pas ça aujourd'hui ailleurs dans le monde, même si l'Europe commence à y réfléchir. On a dit effectivement, et c'est vrai, que la France était les premiers pays à se doter d'une loi aussi spécifique sur les droits de l'homme à faire respecter par les sociétés. Par contre, c'est assez intéressant de souligner qu'après l'expérience en France, d'autres pays ont commencé à réfléchir sur l'adoption d'une loi spécifique sur ces sujets-là. C'était le cas, par exemple, de l'Allemagne, qui, en juillet 2021, s'est dotée d'une loi ad hoc, qui on peut considérer aussi bien plus stricte par rapport à la loi française parce qu'elle est appliquée aux sociétés avec plus de 1000 salariés. D'accord. Ah oui, donc là, en fait, on va étendre le champ d'action de la loi. D'application. Et elle prévoit aussi des sanctions qui peuvent arriver jusqu'à 2% du chiffre d'affaires. D'accord. Où il y a un autre pays, c'est les Pays-Bas, qui ont approuvé une loi similaire qui, par contre, est limitée au travail des enfants. Mais c'est encore plus intéressant de citer, à mon avis, les débats qu'on a au niveau européen. Oui. Il faut savoir qu'en mars 2021, les parlements européen a approuvé une résolution aux large majorité
qui va appliquer une nouvelle loi sur le devoir de vigilance à faire respecter par les sociétés européennes. D'accord. Okay. Oui, c'est ça. Il y a eu les débats. Le Parlement européen est d'accord pour que ça avance, mais la directive n'est pas encore sortie au niveau de la Commission européenne. C'est ça ? Nous attendons maintenant la Commission européenne qui, d'ici fin octobre 2021, elle doit proposer un projet de législation. Ah oui, donc c'est demain, fin octobre 2021. C'est pas loin. On en reparlera très rapidement. Vous pensez que cette loi peut être encore plus rigoureuse aujourd'hui ? Ben oui, nous sommes tous conscients qu'elle... Enfin, pourrait, parce que du coup, c'est pas le cas aujourd'hui, c'est ça ? Bien sûr. Nous savons tous qu'en fait, cette loi a eu effectivement la mérite d'obliger les sociétés à respecter les droits de l'homme, au moins à les prendre en compte dans son système de gestion des risques. Par contre, nous savons qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, qu'il reste beaucoup de progrès à faire. D'accord. Nous avons analysé, par exemple, un rapport qui a été publié par 2 ONG françaises, Sherpa et CCFD Terre Solidaire. Les rapports s'appellent les radars sur le devoir de vigilance. Et ces rapports ont essayé de faire une analyse sur les niveaux de respect du devoir de vigilance par les grandes sociétés françaises. Il faut savoir qu'une partie des résultats qui sont soulignés par l'analyse ne sont pas forcément encourageants. D'accord. Il faut savoir déjà qu'environ un quart des sociétés qui seraient soumises aux droits de vigilance ne publient pas leur plan de vigilance. D'accord. Okay. Et donc il y a la théorie et la pratique encore. Il y a la pratique encore. Voilà, on n'est pas encore là. Et effectivement, il faut savoir qu'en plus, parfois, la qualité des informations fournies et publiées par les sociétés, parfois, comme je le disais, est assez générale et peu détaillée. Parfois, certaines sociétés françaises ne publient pas encore des informations, surtout quantitatives, sur les audits qui sont menés, surtout chez les fournisseurs. Et parfois, les sociétés ne publient pas non plus les résultats de ces activités de contrôle. Donc, parfois, les sociétés limitent encore leur analyse dans leur plan de vigilance à la société mère. Ils ne couvrent pas toute la chaîne des fournisseurs. Donc, il y a l'outil juridique, mais il n'y a pas encore effectivement le suivi qu'il faudrait sur le sujet. Moi, je note que d'ici un mois, on pourra s'en reparler pour voir ce qui se passe au niveau européen. Césarée Vitali, merci d'être venu sur ce plateau Merci à vous pour l'invitation. Pour nous présenter ce devoir de vigilance. Césarée Vitali, responsable ISR chez Ecofi. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeux Patrimoine, où nous allons nous intéresser aux arnaques à l'épargne qui se sont fortement accrues durant la pandémie. Faux livrets hautement rémunérateurs, investissements bidons en parking ou faux investissements dans les whisky, les champagnes ou même les cheptels de vaches. Les arnaques ont été nombreuses et nous allons tenter de comprendre pourquoi et de prendre un petit peu de recul sur la situation actuelle. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection au sein de l'AMF. Bonjour Claire Castanet. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et nous avons également le plaisir de recevoir Stéphane Loriot, responsable juridique de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, également connu sous le nom de la CNCGP. Bonjour Stéphane Loriot. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau également. Alors on peut peut-être commencer avec vous, Claire Castanet. Je vais rappeler quelques chiffres qu'on peut trouver dans les différents articles qui sont sortis sur le sujet. Plusieurs sites recensent au sein de l'AMF ou de la CPR, plusieurs listes recensent les sites ou entités frauduleuses au sein de l'AMF ou de la CPR. C'était 500 noms en 2019, 1200 noms en 2020 et à juin 2021, on était passé à 2400 noms. C'est même plus une augmentation, une accélération, c'est une explosion du nombre d'arnaques ou en tout cas du nombre de possibilités ou d'entités créées pour arnaquer les épargnants. Alors, ce que l'on a vu pendant la Covid, c'est que les épargnants ont passé beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, sur le net, et à ce titre-là, ils ont été plus exposés finalement à des arnaques au placement financier. Ces arnaques, elles ont pu toucher tout le monde. Nous, ce que l'on a constaté, ce sont de nombreuses offres, notamment sur des valeurs refuges, notamment concernant des investissements dans des biens tangibles, très concrets, qui rassuraient en fait. Alors les valeurs refuges, c'est l'or. Les biens concrets, ça a pu être le vin, le champagne, le whisky, avec des déclinaisons, comme vous pouvez le voir. Et ces offres-là, malheureusement, ont piégé un certain nombre d'épargnants. Donc, en revanche, une explosion, oui, si on prend en compte les usurpations, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ce que nous avons constaté, nous, surtout, c'est qu'il y a eu sans doute une vigilance plus importante des épargnants, parce que les autorités, très vite, avec la CPR, le régulateur de la banque et de l'assurance, nous avons, dès mars 2020,
appelé à la vigilance les épargnants. Nous avons travaillé également au sein de la Task Force nationale anti-arnaque avec la police, la justice, la DGCCRF, la CPR, pour faire un guide de prévention anti-arnaque. Et nous espérons que ces fiches pratiques destinées aux professionnels et aux particuliers ont aidé à ce que vous nous dites, oui, effectivement, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a plus de noms sur la liste qu'il y a plus d'arnaques, c'est peut-être aussi qu'il y a plus de vigilance aussi. Il y a plus de vigilance, et puis ce qui nous a frappé en 2020, et ça se poursuit en 2021, ce sont les usurpations. D'accord. Les usurpations, et là, aussi bien sur des produits, par exemple une SCPI très renommée, ou de faux gestionnaires de patrimoine vous contactent et vous proposent soi-disant d'investir dans cette SCPI. Or, il n'y a rien. Ce sont des usurpations également de noms d'opérateurs, par exemple l'arnaque au parking dont vous parliez, pour rassurer et pour rendre plus crédible, étaient utilisés des noms des grandes BTP. Et puis malheureusement, les CIF, les conseillers en investissement financier, ont été très usurpés. C'est ça, pour bien comprendre, quand on parle d'arnaque, donc ça peut prendre des formes diverses. On peut effectivement avoir un acteur que personne connaît qui va vous proposer 15% sur un livret avec zéro risque. Bon, effectivement, la vigilance justement peut permettre de ne pas y aller, mais on voit aussi fleurir en fait des usurpations d'identité d'acteurs connus sur le marché, que ce soit des acteurs de l'immobilier ou des conseillers en gestion de patrimoine, ou en tout cas des gens agréés dont c'est le métier, qui voient en fait leur identité usurpée et qui proposent des produits, mais en fait on se rend compte qu'on a versé de l'argent à une personne qui n'est pas du tout la personne qu'elle prétendait être, c'est ça. Et donc on voit par exemple des SCPI proposées soi-disant sur la plaquette par un grand nom de l'immobilier, alors que ce grand nom de l'immobilier n'a jamais été associé au produit en question. Tout à fait. Nous, ce que nous avons constaté à l'autorité des marchés financiers, c'est le fait que certains escrocs, alors souvent en faisant de la publicité, des bannières Internet, en utilisant des formulaires très alléchants avec ces promesses de rendement très, très fortes et sans risque, bien évidemment. Oui, c'est toujours ça quand même. C'est que la promesse de rendement est toujours présente quand même, globalement. La promesse de rendement est toujours présente. Et en revanche, ils utilisaient et des noms et des numéros d'enregistrement d'acteurs agréés. Et effectivement, ça a été un point de vigilance très important. Et c'est pour cela qu'avec l'ensemble des associations professionnelles, dont toutes les associations de CIF, mais aussi l'AFG, la SPIM, tout ce qui est private equity également, nous avons alerté en mars 2021 pour appeler à la vigilance et demander aux épargnants qui se font contacter de toujours vérifier par des contre-appels à qui ils ont affaire. Alors on va parler du mode opératoire. Juste avant Stéphane Loriot, on parle d'usurpation d'identité. Ça a touché des conseils en investissement financier, ça a touché des CGP, ça a touché des gens qui avaient notamment leur numéro Orias, qui étaient donc déclarés comme des professionnels du secteur et qui voyaient leur nom, leur numéro, voire même leur site dupliqué. Vous l'avez constaté, vous, sur le terrain, au sein de la CNCGP ? Tout à fait. Donc, pour ce qui est de la CNCGP, nous avons eu connaissance de 17 usurpations d'identité l'année dernière. D'accord. Donc, étant donné que nous avons 1700 organismes adhérents, ça fait quand même 1% à peu près de notre population. Et cette année, c'est un petit peu en décroissance puisqu'on est à 8 sur cette année, du fait sans doute de la fin des confinements. Donc le mode opératoire fréquemment, c'est que l'usurpateur crée un site internet au nom de notre adhérent pour attirer les victimes, mais ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas toujours le cas puisque parfois il ne crée même pas de site internet, il se contente d'une démarche directe par email. Et donc avec une adresse email qui correspondrait quand même globalement au nom du... Voilà, c'est ça, mais même parfois simplement créé sur Gmail, D'accord, approchant de notre adhérent. Donc il y a un peu, effectivement, alors donc du coup on peut comprendre que ces modes opératoires sont plus ou moins sophistiqués finalement. Néanmoins, il y a toujours quand même un risque de préjudice pour notre adhérent. D'une part, que nous incitons bien sûr à porter plainte pour usurpation d'identité. Mais il arrive ensuite fréquemment que les personnes victimes de ces usurpateurs, finalement, s'adressent in fine à notre adhérent puisque vont retrouver ses coordonnées. On leur propose un placement, ils vont accepter de placer leur argent, donc ils vont faire le virement. Puis là, d'un coup d'un seul, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ils entendent plus de son, plus de lumière, il y a plus de contact avec la personne la personne, en tout cas avec la personne avec qui ils échangeaient par mail ou qu'ils ont pu avoir au téléphone aussi, ça arrive ou... Voilà, c'est ça. Dès lors qu'ils ont versé les fonds,
évidemment, ils n'ont plus de nouvelles. De la part de... Et donc là, ils appellent le vrai CGP, du coup. Et du coup, ils appellent notre adhérent qui, finalement, assure un peu, à ses dépens, le service après-vente. Bien sûr, oui. Mais il ne rembourse pas. Voilà, c'est notre adhérent. Non, heureusement. Heureusement. Disons que... non, il n'a pas touché l'argent, donc il ne va pas le rembourser. Donc, il bien sûr. Il n'est pas tenu de le faire, bien sûr, puisqu'il il est aussi victime dans le cadre de ces process frauduleux. Donc, mais donc, il doit, à ses dépens, disons, sur son temps, expliquer ce qui s'est passé à la personne. Et donc, il est un peu doublement victime de cette usurpation. Donc, en fait, outre le dépôt de plainte, l'autorité des marchés financiers nous incite nos adhérents aussi à mettre un avertissement sur leur site internet, de façon à ce que les clients potentiels soient avertis de la présence d'escrocs. Et ensuite, effectivement, nous, on les incite aussi et on transmet les informations à l'AMF qui met le site internet ou l'adresse mail de l'usurpateur sur liste noire. D'accord. Donc on va regarder effectivement plus en détail comment se prémunir. Juste avant, j'aimerais bien qu'on parle du mode opératoire, Claire Castanet. Si je comprends un peu ce que vous nous avez dit, c'est systématiquement du démarchage en premier lieu. Après, la question, c'est où est-ce qu'on va démarcher ? Est-ce que c'est sur des réseaux sociaux ? Est-ce que c'est via des bannières de publicité ? Mais c'est toujours, en fait, il n'y a jamais de proactivité de l'épargnant au départ. C'est toujours du démarchage, une réponse à un démarchage. Ce qui peut être assez subtil pour l'épargnant, c'est qu'en fait, il y a des bannières publicitaires, il y a des pages web auxquelles sont attachés des formulaires. D'accord. Donc, on voit bien l'intérêt pour une offre très, très alléchante. Donc, par curiosité, l'épargnant y va. Mmh. Il laisse ses coordonnées. C'est ça, il laisse juste ses coordonnées, là, pour l'instant. Il laisse juste ses coordonnées, téléphone, mail. Et c'est là où le piège se referme, parce que c'est le téléphone qui arrive derrière, avec de faux conseillers qui le contacte, qui lui envoie des mails, donc il y a un échange humain, d'accord. Et il y a un échange humain. Et c'est là où c'est extrêmement piégeux pour l'épargnant, c'est qu'il y a une relation qui se crée. Le faux conseiller apparaît professionnel, voire sympathique. Il envoie également de la documentation, alors qu'ils peuvent être des copier-coller de véritables documents qui sont des faux. On aura quand même changé les rendements ou ce genre de choses, peut-être à la marge. Il peut y avoir effectivement une adaptation, mais tous les attributs de quelque chose qui pourrait paraître sérieux. Et derrière, finalement, cette relation humaine fait que le faux conseiller est capable, parce qu'il a des techniques de manipulation, des techniques psychologiques, finalement d'aller pomper un maximum d'argent et de bien connaître la surface financière de son client, parce qu'il s'est présenté comme un soi-disant professionnel. Oui, donc il a, j'imagine, tout un questionnaire qui permet de comprendre effectivement quel est le profil de l'épargnant avant de le conseiller faussement pour investir sur des placements. Vous constatez, vous, quand les épargnants se rendent compte qu'ils ont fait face à un placement frauduleux, ils peuvent récupérer leur argent ou c'est trop tard ? C'est très difficile une fois que l'argent est parti. Alors, lorsque vous êtes tombé dans le piège, et on reviendra sur la prévention, parce que c'est la prévention. Bien sûr, on va se rendre compte que la prévention est plus importante que... Plus importante que la suite, même si tout n'est pas forcément perdu, mais enfin, c'est très, très difficile. Donc, il faut porter plainte, comme Stéphane Loriot le disait. Il faut porter plainte, mais une plainte documentée, c'est-à-dire avec des documents, avec des relevés d'opérés, avec également des enregistrements téléphoniques. Il faut également, parce que souvent c'est une perte financière, mais c'est aussi de grandes difficultés psychologiques. Donc il faut aussi documenter tout cela pour que la justice puisse agir, puisque c'est du périmètre de la justice. On est dans le domaine de l'escroquerie. Et alors, on va se demander justement comment prévenir, comment s'en prémunir. Alors, il y a comment s'en prémunir quand on est épargnant et comment s'en prémunir quand on est professionnel. On va continuer avec vous, Claire Castanet. Tout d'abord, comment s'en prémunir quand on est épargnant. Déjà, ça touche tout le monde. Vous nous le disiez en introduction, il n'y a pas des personnes qui doivent faire plus attention que d'autres, des gens qui s'y connaîtraient moins sur les investissements. Ça touche vraiment tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire tous les milieux. D'accord. Tous les patrimoines, tout le monde en termes de classe d'âge, tout le monde en termes de région. Alors, ce que l'on note cependant, c'est que les personnes un petit peu plus âgées, qui sont sans doute plus chez elles, peuvent être encore plus victimes, puisque plus exposées. Mais ça touche tout le monde, et y compris
des épargnants avertis. Et alors, comment on fait pour s'en prémunir rapidement? Comment on fait? Donc, tout simplement, d'ores et déjà, lorsqu'on s'occupe de son épargne, il faut être acteur. C'est-à-dire ne jamais répondre à des sollicitations que l'on n'a pas enclenchées soi-même et à partir de là, s'adresser à son conseiller traditionnel. Ça, c'est très important. Ne pas tomber dans la magie, le mythe du rendement facile. On le rappelle, avec du rendement, il y a toujours un risque. Ça, c'est évident. Il y a nécessairement un risque. Faire des vérifications. Et c'est pour ça aussi que nous demandons aux conseillers en gestion de patrimoine de développer des sites Internet et de mettre en place une veille réputationnelle sur Internet pour qu'on puisse les contacter et vérifier ce qu'il en est. Et il y avait peut-être un autre conseil Et derrière, effectivement, lorsque malheureusement on s'est fait avoir, nous alerter par formulaire. Bien sûr, pour éviter que d'autres se fassent avoir. Pour éviter que d'autres se fassent avoir, porter plainte et ne pas rester seul. Stéphane Loriot, même question, comment est-ce qu'on fait pour s'en prémunir du côté des épargnants, mais aussi du côté des professionnels? Parce que c'est quand même une vraie perte quand on est professionnel et qu'on a vu son identité usurpée. On peut se prémunir contre ça aujourd'hui? Alors, on peut mettre en place effectivement certains dispositifs. Par exemple, comme l'a dit Claire Castanet, veiller à ce que personne n'utilise votre nom sur Internet. Ça peut se faire par une simple alerte sur un moteur de recherche, par exemple. On vérifie. Voilà, qui vous prévient que si sur le web apparaît un site Internet qui reprend votre nom, eh bien, vous recevez une alerte directement par email. Ça peut aussi consister à faire en sorte de déposer les noms de domaine approchants. Si vous avez un nom de domaine, par exemple, avec un tiret, les usurpateurs vont déposer le même nom de domaine, mais sans le tiret, par exemple. D'accord. Ouais. Donc il faut être très précis, effectivement, quand on regarde les sites Internet ou autres. Voilà, déposer en .fr et en .com, par exemple, puisqu'ils vont aussi jouer là-dessus pour créer la confusion. Donc, et puis, ce qui est aussi important, c'est d'avoir une présence sur Internet, puisque c'est-à-dire que quand les gens vous recherchent sur Internet, ce soit bien votre site qui arrive en premier, et puis peut-être le contenu que vous avez partagé, par exemple sur les réseaux sociaux, etc., plutôt que, éventuellement, le site de l'usurpateur. Parce que si vous n'avez aucune présence sur Internet et que vous avez un site usurpant votre identité, c'est le site de l'usurpateur qui arrivera toujours en premier dans les résultats Google si vous n'avez aucune présence sur Internet. Donc le combat, il se fait essentiellement sur Internet aujourd'hui, d'essayer d'être suffisamment présent et d'être suffisamment armé pour éviter de laisser la place à des escrocs, en fait, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Donc bon, c'est quand même un temps en plus pour le CIF. C'est pas forcément son métier principal, mais c'est indispensable pour éviter qu'il y ait des arnaques aujourd'hui, que ce soit préjudiciable pour lui ou pour les épargnants de l'autre côté. Merci beaucoup Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection au sein de l'AMF. Merci Stéphane Loriot, responsable juridique de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, pour ce moment de pédagogie sur les différentes arnaques qui ont fleuri sur Internet. Alors on a donné un certain nombre d'exemples, il y en a d'autres, on n'a pas parlé du Forex, mais il y a du Forex également. Enfin, ça touche tous les placements finalement, Claire Castanet. Oui, ça touche tous les placements et nous avons sur 2020 et encore 2021 le Forex et les cryptoactifs qui sont vraiment les terrains de prédilection des escrocs. Et je conseille aux épargnants systématiquement d'aller consulter nos listes noires et de s'équiper de notre application mobile AMF Protect Épargne qui leur permet très simplement de faire un autodiagnostic et d'aller vérifier si le site qui les contacte est déjà sur notre liste noire. Voilà, effectivement, donc du coup vous avez tous les éléments pour vérifier par vous-même. Merci donc à tous les deux, merci à vous également. C'est déjà la fin de Smart Patrimoine, une version plus courte aujourd'hui en raison de la présence de notre partenaire Club Patrimoine au salon Patrimonia dont vous aurez des retours dans cette émission dès la semaine prochaine. En attendant, je vous dis à demain.